à travers cet exercice, l'opinion publique nationale et internationale qui doit être édifiée, pour une fois, sur les causes profondes, les facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MACI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Sur la question des droits de l'homme, je me réjouis de la baisse constatée des cas d'atteinte aux droits humains sur la période couverte par le rapport. Cependant, contrairement à des allégations sans fondement et entretenues à dessein, les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Conformément à sa politique de tolérance zéro, le gouvernement du Mali, à travers la justice militaire, a jugé plusieurs cas d'infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires et de nombreuses procédures ont été ouvertes dans ce sens, dont certaines sont en cours d'instruction préparatoire au niveau du tribunal militaire. S'ajoutent notamment à ces mesures les enquêtes ouvertes pour la recherche de la vérité ainsi que la relecture du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la justice militaire pour prendre en charge ces situations. Je salue ici l'appui de la MINUSMA dans le cadre de la tenue de la deuxième audience du tribunal militaire de Mopti et de 3 autres audiences au niveau de la juridiction de Douenza, ainsi que sa contribution à l'amélioration des conditions de détention et de sécurité dans certaines prisons au centre du pays. Je dois dire en outre que la justice a ses propres exigences, lesquelles commandent que les allégations contenues dans le rapport, qui ne sont pas paroles d'évangile, soient étayées par des preuves objectives, ou tout au moins qu'elles soient fondées en leurs principes, ce qui n'est pas toujours établi dans le rapport. Cependant, je le redis avec force, le gouvernement du Mali reste fermement opposé à l'instrumentalisation et à la politisation de la question des droits de l'homme à des fins de déstabilisation, d'intimidation ou de chantage. Au demeurant, il est tout aussi regrettable de constater que certains mécanismes des Nations Unies, mis en place soi-disant pour aider les pays en crise, fassent l'objet des mêmes instrumentalisations par des influences extérieures. Dans ce chapitre, le gouvernement du Mali constate avec regret que le groupe d'experts des Nations Unies sur les sanctions concernant le Mali, créé par la résolution 2374-2017, outrepasse de plus en plus son mandat, tant dans la substance des événements à examiner que dans sa zone d'opération, qui est exclusivement limitée aux régions du nord de notre pays, qui sont concernées par la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement a toujours coopéré et de bonne foi avec les mécanismes relatifs au régime des sanctions, notamment le comité des sanctions, avec lequel nous entretenons une bonne relation. Toutefois, nous envisageons de réévaluer notre coopération avec le groupe d'experts à l'aune du respect par celui-ci des termes précis de son mandat. Nous vous avons saisi par écrit le Conseil de sécurité par rapport à cette question. En ce qui concerne la situation humanitaire, le gouvernement du Mali reste très préoccupé par la situation précaire des réfugiés dans les pays voisins, que je remercie ici pour leur hospitalité à l'égard des nôtres. Le gouvernement reste également attentif
au cas des milliers de personnes déplacées, y compris leurs enfants, dans le contexte de la rentrée scolaire. Nous sommes d'autant plus préoccupés que les fonds nécessaires aux besoins humanitaires, comme cela a été signalé tout à l'heure par le représentant spécial, ne sont mobilisés qu'à hauteur de 30%. Cependant, je veux donner cette assurance à nos compatriotes dans cette situation difficile. Le gouvernement du Mali continuera à s'atteler à réunir les conditions, non seulement pour leur prise en charge adéquate sur place, mais aussi et surtout pour faciliter le retour dans leur localité d'origine, dans la sécurité, mais aussi et surtout dans la dignité. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, j'ai également pris bonne note de vos remarques et observations en ce qui concerne les défis opérationnels posés à la MINUSMA. Le gouvernement du Mali s'est organisé à prendre en charge le départ de la force française Barkhane. Il n'y a donc pas de vide sécuritaire à cet égard. Nous invitons par conséquent la MINUSMA à pleinement coopérer avec la partie malienne en vue de l'efficacité de nos actions communes sur le terrain. Vous comprendrez ici, contrairement à ce qui est véhiculé, qu'il n'existe aucune volonté de restreindre les mouvements de la mission. Il y a plutôt de la part du gouvernement du Mali une volonté d'affirmer notre souveraineté sur notre territoire, une volonté de coordination, mais une volonté aussi de partenariat avec la mission tenant compte de ce contexte nouveau. Le gouvernement a été amené à prendre des mesures pour des considérations de sécurité nationale essentiellement, suite à l'arrivée sans base légale, mesdames et messieurs, sans base légale de forces étrangères qui se présentaient sous la bannière des Nations Unies, ce qui est profondément préoccupant et ceci doit interpeller votre Assemblée. La suspension des rotations qui s'en est suivie n'a été que temporaire. Elle a été immédiatement levée suite à la mise en place, comme le représentant du secrétaire général l'a dit avec moi, d'un cadre permanent de concertation de haut niveau entre le gouvernement et la MINUSMA, qui comprend pas moins de 7 membres du gouvernement, pour montrer notre engagement à travailler avec la mission pour trouver des solutions. Ce cadre a permis de régler les questions de rotation et ce cadre aussi qui est permanent permettra aussi d'apporter des solutions à d'autres difficultés qui se poseront à la MINUSMA. En tout cas, nous serons toujours disponibles pour envisager ensemble des solutions. Dans la perspective de l'élaboration de la revue stratégique, le gouvernement du Mali affiche en priorité le recentrage de la mission sur les fondements de sa présence au Mali, notamment l'appui à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais aussi une meilleure articulation du travail de la mission avec les autorités maliennes. Je crois que sur ce chapitre aussi du travail de la MINUSMA, je crois que le représentant de la France affirme que la MINUSMA est plus appréciée dans les régions reculées de notre pays. Je voudrais à cet égard lui rappeler la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas des régions où des Maliens du Nord et des Maliens du Sud qu'on tenterait d'opposer les uns et les autres. Mais je crois que les sentiments que les Maliens expriment à l'égard de la mission à l'intérieur du pays n'ont d'autre vocation que d'encourager la mission à assumer pleinement son mandat, qui est celui de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Et je vais réitérer encore une fois dans ce micro que le Mali est pleinement engagé à coopérer avec la mission dans l'atteinte de son mandat et dans le plein respect de la souveraineté de notre pays. Monsieur le Président, certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation de militaires venus de la Côte d'Ivoire et lourdement armés, et qui a également suscité beaucoup de commentaires autour de cette table et même en dehors de cette salle. Je note avec regret que le rapport du secrétaire général, malheureusement, omet encore une fois de faire référence à la note verbale MINUSMA /PERT/NV/226/222 en date du 22 juillet, par laquelle la mission elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien. Encore une fois, mesdames et messieurs de la Norvège, des A3 et de l'Albanie, il n'y a pas de lien
entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Et je crois que le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement, en renforçant cette thèse, qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Toutes les troupes des Nations Unies qui arrivent au Mali, qui suivent le protocole, sont agréées, leurs trucs sont facilités. Même hier, quand il y a eu l'incident, c'est en quelques heures que l'autorisation a été donnée pour l'évacuation des soldats. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame à ce niveau. Donc la justice malienne est donc saisie de cette affaire, qui ne concerne pas les Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Cette médiation a déjà permis la libération, pour raisons humanitaires, de 3 soldats féminins. Pour donner toutes les chances cependant au processus diplomatique, le Mali lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leur démarche dans une approche seulement constructive pour aider à trouver la solution. C'est surtout ce qui est attendu de nos partenaires, mais c'est surtout ce qui est attendu des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais conclure en soulignant que le peuple malien a décidé de prendre en main son destin. Les Maliennes et les Maliens soutiennent pleinement le gouvernement de transition dans les réformes politiques et institutionnelles en cours, dans les efforts et les actions en cours pour la sécurisation de notre territoire national, dans la protection des personnes et des biens, mais aussi dans la fourniture de services sociaux de base aux populations. Pour conforter ce soutien inconditionnel, le gouvernement s'attelle à l'organisation d'élections générales, transparentes et crédibles qui marqueront la fin de cette période transitoire en mars 2024, suivie du transfert pacifique du pouvoir aux nouvelles autorités élues. Le peuple malien dans son ensemble apprécie le soutien et l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires, je dis encore une fois de l'ensemble de nos partenaires, pour la réalisation des chantiers majeurs pour l'avenir de notre pays. À cet égard, je voudrais rappeler les principes clés édictés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, qui guide désormais l'action publique au Mali. C'est important de retenir ces principes parce que ces principes vont guider notre interaction avec vous comme avec d'autres partenaires. Ces principes sont les suivants. 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je termine donc en renouvelant la reconnaissance du peuple et du gouvernement du Mali pour l'accompagnement constant des Nations Unies, mais aussi de l'ensemble des partenaires qui ont prêté la main à notre pays. Je voudrais enfin, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées au champ d'honneur au Mali. En vous remerciant encore une fois de votre aimable attention. Je remercie Son Excellence M. Diop de sa déclaration. Le représentant de la France a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétée à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je rappelle que le redéploiement de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien s'est achevé le 15 août avec le départ du Mali du dernier soldat français. Le communiqué publié à cette occasion
par la présidence de la République française a été transmis aux membres de ce Conseil. Cette manœuvre de redéploiement avait été décidée le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Elle reposait sur le constat que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagées au Mali. La France en avait rendu compte devant ce Conseil. Elle a toujours fait preuve de transparence à l'égard de la communauté internationale, et ce, depuis le début de son intervention militaire au Mali en 2013, intervention qui reposait sur une demande des autorités maliennes. Dans ce contexte, je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali, à la demande de ce pays, pour combattre les groupes armés terroristes et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. La France se conforme aux prescriptions de l'accord conclu par l'échange de lettres en 2013. Malgré la dénonciation unilatérale et injustifiée de cet accord par le Mali, le 2 mai dernier, la France restera engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad, aux côtés de tous les États responsables qui font le choix de la lutte contre le terrorisme et du respect de la stabilité et de la coexistence entre les communautés. Nous poursuivrons le combat contre le terrorisme en coordination avec l'ensemble de nos partenaires et nous continuerons également à soutenir les populations civiles qui sont les premières victimes du terrorisme. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur. Son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale du Mali, a demandé la parole pour faire une haute déclaration. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite, maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Il n'y a plus. Je remercie Son Excellence Monsieur Diop de sa déclaration. Chers collègues, il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur inscrits sur la liste. Je vais maintenant lever la séance afin que le Conseil puisse poursuivre l'examen de la question dans le cadre des consultations à huis clos. La séance est levée.
est levé.